J'étais assise à mon bureau, contemplant un relevé de compte qui affirmait que je pesais des millions, quand la sonnette a retenti et que mon passé a refait irruption dans ma vie. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans. Et il y a quelques semaines à peine, ma tante Marguerite, la femme qui m'a élevée, m'a tout légué ce qu'elle avait bâti. Sa magnifique demeure bourgeoise sur la colline de Fourvière à Lyon, son empire de décoration d'intérieur éco-responsable, et une fortune que j'ai encore du mal à réaliser. J'étais encore sous le choc de ses funérailles, le cœur lourd de chagrin, lorsque mes parents, des gens que je n'avais pas vus depuis qu'ils m'avaient abandonné à 13 ans, sont entrés dans le bureau de l'avocat comme s'ils revenaient d'une simple pause café. Le sourire de ma mère était trop éclatant, comme si elle auditionnait pour un rôle dont elle avait oublié le texte. « Chloé, ma chérie, a-t-elle dit, nous sommes ta famille. » Mon père a hoché la tête, ses yeux furetants vers le dossier de l'avocat. C'est à ce moment-là que maître Charles, l'avocat de tante Marguerite, est entré et leurs visages se sont figés comme s'ils avaient vu un fantôme. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant, la vie ressemblait à un vieux polaroid chaleureux, flou sur les bords mais chaud au centre. Nous vivions dans un petit appartement dans un quartier ouvrier de Lyon, le genre de quartier avec des trottoirs fissurés et des épiceries qui vendaient des friandises à bas prix. Mon père était vendeur de voitures, il lissait toujours sa cravate avant de se rendre au garage, me promettant qu'il ramènerait un jour une voiture de sport à la maison. Ma mère était institutrice en CM1, son rire remplissait notre petite cuisine pendant qu'elle corrigeait des copies avec une tasse de tisane à la camomille. Nous n'étions pas riches, mais nous avions des rituels qui nous donnaient l'impression de l'être, les soirées pizza du vendredi devant une cassette VHS louée, les pique-niques d'été au parc de la Tête d'Or, et les matins de Noël où on faisait brûler les crêpes et où on en riait. J'étais leur ombre, les suivant avec la confiance aveugle d'une enfant persuadée qu'ils seraient toujours là. Mais même à l'époque, il y avait des fissures que j'étais trop jeune pour nommer. Mon père a commencé à rentrer tard, les yeux rougis par bien plus que de longues heures de travail. J'entendais la voix de ma mère à travers la porte de la chambre, tranchante et suppliante, demandant pourquoi le compte en banque était toujours à sec. Elle a commencé à s'éloigner, elle aussi. Son rire s'estompait, son regard devenait lointain, comme si elle regardait une vie qui n'était pas la sienne. J'avais 13 ans quand ils ont disparu. Un matin d'automne glacial, je me suis réveillée dans un appartement trop silencieux, leur chambre était vide, à l'exception d'un mot écrit de la main bouclée de ma mère. « Chloé, nous n'en pouvons plus. Ta tante Marguerite s'occupera de toi. Nous sommes désolés. » Quelques mots qui ont fait voler mon monde en éclats. Je suis restée assise sur le canapé, serrant ce mot, attendant un appel téléphonique qui n'est jamais venu, tandis que la vie que j'avais connue s'effritait comme du sable entre mes doigts. Les jours qui ont suivi le départ de mes parents, c'était comme vivre dans une maison sans murs. Je gardais leurs mots sous mon oreiller, le relisant comme s'ils pouvaient m'expliquer pourquoi je n'avais pas suffi à les retenir. Le propriétaire a martelé la porte, sa voix bourrue se plaignant du loyer impayé, et j'ai menti, disant qu'il serait bientôt de retour, terrifié qu'il appelle quelqu'un pour m'emmener. Au 3e jour, la faim me tiraillait l'estomac. Il ne me restait que des céréales, et la peur a finalement gagné. J'en ai parlé à la conseillère d'orientation de mon collège, qui a fait venir une assistante sociale nommée Madame Dubois. Sa voix douce et ses mains stables ont été la première chose rassurante depuis des jours. Elle a retrouvé la trace de tante Marguerite, la sœur aînée de mon père qui vivait à l'autre bout de la région, dans un monde que je ne pouvais même pas imaginer. Quand Marguerite est arrivée, c'était une force de la nature, grande, les cheveux argentés tirés en un chignon serré, son manteau bleu marine immaculé contrastant avec les murs écaillés de notre appartement. « Emporte ce qui compte », a-t-elle dit, son ton sec mais pas cruel. J'ai rempli un sac de sport avec des vêtements, mon exemplaire écorné du « Jardin secret » et une photo de moi et de mes parents à la fête des Lumières. Leur sourire était figé dans un instant auquel je ne pouvais plus faire confiance. Le trajet jusqu'à sa maison fut silencieux, seul le vrombissement de sa voiture élégante brisait le silence alors que le paysage gris de la banlieue lyonnaise s'estompait derrière nous. Je n'arrêtais pas de lui jeter des regards furtifs, me demandant si elle voulait vraiment de moi ou si j'étais juste un devoir qu'elle ne pouvait refuser. La maison de Marguerite était un chef-d'œuvre bourgeois, tout en boiseries chaleureuses et vitraux, perché sur une rue calme de la colline de Fourvière. Ma chambre avait une vue sur la Saône, l'eau scintillante semblait se moquer de mon chaos.
Marguerite a énoncé les règles comme un général briefant ses troupes. Petit déjeuner à 7 heures, pas de chaussures à l'intérieur, les devoirs au bureau et non sur le lit. Je me suis rebellée au début, laissant traîner la vaisselle dans l'évier ou séchant les leçons de piano qu'elle insistait pour que je prenne, espérant à moitié qu'elle me renverrait avant que je puisse m'attacher. Mais elle n'a jamais flanché. Quand je faisais la grasse matinée, elle fermait la cuisine sans un mot. Quand j'ai raté un contrôle d'histoire, elle m'a assise avec un tuteur, son regard disant qu'elle croyait que je pouvais faire mieux même quand je n'y croyais pas moi-même. Lentement, j'ai commencé à la voir non pas comme une étrangère, mais comme une bouée de sauvetage. Un soir, je l'ai trouvée dans le jardin, coupant des roses au clair de lune. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Chloé », a-t-elle dit en me tendant une fleur. C'était la première fois que je sentais qu'elle me voyait vraiment, pas seulement l'enfant qu'elle devait réparer. Mais même en m'installant dans son monde, le manque de mes parents persistait. Je restais éveillée la nuit, les imaginant franchir la porte, s'excusant, expliquant que tout n'était qu'une erreur. Cet espoir me maintenait attachée à un passé qui faisait de plus en plus mal chaque fois que j'essayais de le toucher. Vivre avec Marguerite, c'était comme apprendre une nouvelle langue, structurée, précise, mais riche une fois qu'on la comprenait. Elle avait bâti sa chaîne de décoration d'intérieur, Maison et Harmonie, à partir d'un unique magasin pour en faire un empire régional, et elle attendait de moi que je sois à la hauteur de sa détermination. À 15 ans, elle m'a inscrite à l'Institution Saint-Marc, un lycée privé où les élèves conduisaient des voitures plus belles que mon ancien appartement. Je me sentais comme une usurpatrice, mon sac à dos de friperie détonnait avec leurs marques de luxe. J'ai lutté avec les maths et la littérature, veillant jusqu'après minuit pour rattraper mon retard, la lampe de mon bureau allumée tandis que je me battais pour prouver que j'avais ma place. Marguerite ne me maternait pas, « Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse », disait-elle. « Tu es ici pour te démarquer. » Ces mots étaient durs, mais ils ont allumé un feu en moi. Au moment du bac, j'avais réussi à me hisser au tableau d'honneur, obtenant une bourse pour l'EM Lyon. Marguerite m'a poussé vers le commerce, disant que cela me donnerait des options que mes parents n'avaient jamais eues. Nous nous sommes disputés quand j'ai voulu étudier l'art à la place. Elle a qualifié cela de passe-temps, pas de carrière. Mais elle a partagé une histoire qui m'a laissé sans voix. Ton père aurait pu devenir n'importe qui, a-t-elle dit un soir, sa voix plus douce que d'habitude. Il avait la bosse des maths, mais personne ne lui a montré la voie. Il s'est tourné vers les cartes à la place. Je ne te laisserai pas répéter ça. Pour la première fois, je l'ai vue non seulement comme ma tutrice, mais comme quelqu'un qui se battait pour réécrire l'histoire de ma famille. C'est à l'université que j'ai trouvé mon rythme. Je me suis spécialisée en commerce, mais avec une mineure en design, mêlant le pragmatisme de Marguerite à ma créativité. L'été, je faisais des stages chez Maison et Harmonie, apprenant à charmer les fournisseurs et à repérer les tendances du marché. Marguerite a commencé à me confier de vraies responsabilités, la refonte des vitrines, la proposition de campagne marketing. Nos appels du dimanche sont devenus moins sur les règles et plus sur les idées. Son rire sec s'échappait parfois lorsque je proposais quelque chose d'audacieux. Quand j'ai été diplômée, elle m'a offert un poste de directrice marketing. « Tu l'as mérité », a-t-elle dit, sa poignée de main ferme, mais ses yeux chaleureux. Pour la première fois, je me sentais son égale. Puis, il y a 2 ans, Marguerite est tombée malade. Cancer du pancréas, a dit le médecin, et la maladie a progressé rapidement. Je l'ai regardée se battre avec la même ténacité qu'elle avait toujours eue, travaillant jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. J'ai pris le relais, organisant ses traitements, préparant des repas qu'elle touchait à peine, lui lisant des contrats à voix haute quand ses yeux devenaient trop fatigués. Un soir, alors que je bordais une couverture autour d'elle, elle m'a saisi la main. « Tu es mon héritage, Chloé », a-t-elle murmuré. « Ne laisse personne te l'enlever. » Elle est décédée quelques mois plus tard, et la maison ressemblait à un musée de son absence, chaque craquement du plancher un rappel qu'elle était partie. 3 semaines après les funérailles de Marguerite, j'ai reçu une lettre de Maître Charles, son avocat, me convoquant à son cabinet de Lyon pour la lecture du testament. Je m'attendais à une réunion discrète, peut-être avec quelques employés de Marguerite. Au lieu de cela, je suis entrée dans une pièce qui m'a coupé le souffle. Mes parents se tenaient là, plus âgés mais indubitablement eux.
La silhouette de mon père était plus lourde, ses cheveux grisonnants, le visage de ma mère était dur, son sourire forcé. « Chloé » a dit mon père, sa voix trop chaleureuse. « Tu es devenue une si belle jeune femme. » Ma mère a tenté de me serrer dans ses bras, une étreinte que je n'ai pas pu lui rendre. Son parfum m'a suffoqué avec des souvenirs que j'avais enfouis. Maître Charles a commencé à lire le testament. Marguerite me léguait tout. La maison, l'entreprise, des millions d'actifs. Les yeux de mes parents se sont illuminés et un frisson m'a parcouru. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge, a dit ma mère, sa main sur la mienne comme si nous étions proches. En tant que tes parents, nous pouvons te guider. Mon père a renchéri, d'un ton désinvolte mais calculé, légalement, nous sommes toujours tes tuteurs puisque Marguerite n'avait que la garde temporaire. Mon estomac s'est noué. Ils n'étaient pas venus pour moi. Ils étaient venus pour l'argent. Avant que je puisse parler, Maître Charles est intervenu. Il y a un malentendu ici, a-t-il dit, sa voix posée alors qu'il ouvrait un dossier. Marguerite a adopté Chloé quand elle avait 16 ans. Elle est sa fille légale depuis plus de 10 ans. Il a fait glisser les papiers d'adoption sur le bureau et mon monde a basculé. Marguerite ne me l'avait jamais dit. Les visages de mes parents se sont décomposés, mais mon père s'est vite repris. Nous n'avons jamais accepté ça, a-t-il lâché. Ces papiers sont des faux. Maître Charles n'a pas scié. Il a sorti un autre dossier. Des photos, des rapports, des enregistrements. Marguerite a engagé des enquêteurs pour vous suivre après que vous ayez quitté Chloé. Vous étiez à Annecy, à jouer au casino, enchaînant les petits boulots. Vous avez renoncé à vos droits pour 15 000 € versés par un certain Martin Lefebvre. Ma mère a eu un hoquet de surprise, mais la mâchoire de mon père s'est crispée. Maître Charles m'a tendu une lettre écrite de la main de Marguerite. Je l'ai lue à haute voix, ma voix tremblante mais se renforçant à chaque mot. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que tes parents sont venus réclamer ton héritage. Ils ont essayé de m'extorquer de l'argent il y a des années. 15 000 € pour qu'ils ne se battent pas pour toi. Plus tard, pour leurs dettes. Je t'ai protégé à l'époque et je te protège maintenant. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de ma mère. Elle t'a lavé le cerveau, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Je me suis levée, serrant la lettre. Marguerite était ma mère, ai-je dit. Elle a été là quand vous n'y étiez pas. Vous n'avez pas le droit de revenir comme ça maintenant. Maître Charles a ajouté, toute contestation judiciaire déclenchera une clause transférant la totalité de la succession à une œuvre de charité pour les enfants abandonnés. Vous n'aurez rien. Leur avocat, Victor, a chuchoté de manière urgente à mon père, qui est sorti en trombe, ma mère le suivant, me suppliant de reconsidérer ma décision. Ce soir-là, ils se sont présentés chez moi, martelant la porte. Je les ai laissés entrer, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de mettre un terme à tout ça. Nous sommes ta famille, a pleuré ma mère, ses yeux balayant l'escalier en acajou. Mon père a tenté une approche plus douce. Nous étions malades, Chloé. Dépression, addiction. Nous pensions que Marguerite te donnerait une vie meilleure. Je les ai interrompus. Vous saviez où j'étais pendant 15 ans. Vous n'avez pas appelé les services sociaux, vous n'avez pas pris de nouvelles, vous n'avez jamais cherché à me contacter. Maintenant, vous êtes là à cause d'un testament. J'ai montré une caméra dans un coin. Marguerite a enregistré chaque appel que vous lui avez passé, chaque demande d'argent. Avez-vous cru qu'elle me laisserait sans défense ? Le visage de mon père s'est tordu de rage. Elle t'a volé, a-t-il crié. Cet argent appartenait aussi à notre famille. Je me suis approchée, la voix basse. C'est Marguerite qui a bâti tout ça. Vous n'avez bâti que des excuses. Les gyrophares d'une voiture de patrouille ont clignoté à l'extérieur. Maître Charles avait organisé une surveillance. Partez, ai-je dit, ou la police vous y forcera. Ils sont partis. Les derniers mots de ma mère, tu le regretteras, Chloé, ont résonné dans l'air comme un mauvais rêve. Les semaines qui ont suivi cette confrontation ont été un mélange de deuil et de lucidité. J'étais assise dans le bureau de Marguerite, désormais le mien, entourée de ses dossiers et du poids de son amour.
Dans un tiroir verrouillé, j'ai trouvé une boîte avec mes anciens bulletins scolaires, une photo de moi à la remise des diplômes de Saint-Marc, et un mot de son écriture acérée. Chloé, je t'aime non pas parce que je le devais, mais parce que tu es toi. Je t'ai adoptée pour que tu sois mienne, pas pour t'enlever à qui que ce soit. Sois forte, maman. Ce mot, maman, m'a brisée. J'ai pleuré pour la mère que j'avais perdue, pas pour celle qui m'avait quittée. J'ai demandé une ordonnance restrictive, et maître Charles s'est assuré qu'elle soit respectée. Mes parents ont tenté une dernière fois, envoyant une lettre à un journal local avec des mensonges sur Marguerite, mais le rédacteur en chef, un de ses vieux amis, a mis fin à leur manœuvre. Ils sont retournés se terrer à Annecy, leur menace vide de sens. J'ai commencé à remodeler la maison pour me l'approprier, peignant les murs en bleu doux, remplaçant les lourds rideaux par des voilages en lin qui laissaient entrer la lumière. Mais j'ai gardé le jardin de Marguerite intact, ses roses s'épanouissant comme si elle était toujours là, les taillant au clair de lune. Maison et harmonie a prospéré sous ma direction. J'ai lancé une boutique en ligne, une chose à laquelle Marguerite s'était opposée, et j'ai ouvert un nouveau magasin à Bordeaux. Le personnel voyait en moi sa concentration, son équité, et j'avais l'impression de perpétuer son œuvre. Mais le véritable héritage fut la Fondation Marguerite Hugo. J'y ai versé une partie de l'héritage, créant un refuge pour les enfants comme moi, abandonnés, à la dérive, ayant besoin que quelqu'un soit là pour eux. Nous offrons des bourses, un soutien psychologique et du mentorat, les aidant à construire des vies non définies par ceux qui les ont quittés. Madame Aurore, la gouvernante de Marguerite, est devenue une présence discrète et constante, partageant des histoires autour d'un café sur les débuts de Marguerite. Comment elle veillait tard pour apprendre la comptabilité afin de sauver son premier magasin. Comment elle avait paniqué avant mon arrivée, mais avait lu des livres sur l'éducation des enfants malgré tout. Maître Charles, mon parrain, a commencé à se joindre à moi pour les dîners du dimanche. Ses conseils étaient vifs mais bienveillants, comme ceux de Marguerite. La thérapie avec le docteur Fournier m'a aidé à démêler le nœud du retour de mes parents. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses pour avancer, m'a-t-elle dit. Vous avez construit une vie plus grande que leurs erreurs. Une lettre de ma mère est arrivée il y a quelques mois. Pas de demande, juste du regret. Elle est dans mon tiroir, non ouverte, mais pas jetée. Peut-être qu'un jour je la lirai, mais pas encore. Pour l'instant, j'apprends à aimer la vie que Marguerite m'a donnée. Le week-end dernier, je suis allée sur sa tombe, déposant des dahlias sur la pierre où est gravé le mot « mère ». Je lui ai parlé de la fondation, de l'entreprise, de la personne que je deviens. Tu m'as montré ce que signifie la famille, ai-je murmuré. Words tomorrow. If you like that, I got some other stuff that fell off the truck. And then I'm coming, baby. You don't got what it takes. Tired of getting your ass kicked? I am gonna absolutely hate and like this character, I think. I just gotta work on the sizing. So yeah, our goat is playing with the other animals on the Rainbow Bridge. We now have Helen Has got himself a case of the as death. our all superior ruler now. How old was he? He was 13. His birthday was in October. Which, like, the average lifespan for labs tends to be, like, 10 to 11 before they start getting, like, hip problems. So, or, like, 12. So 13 was, actually pretty good. My one buddy from college has a chow. And it's funny enough, he got his chow at the same time, like, we had gotten Buddy. And so we always, like, joked as, like, our dogs got older, like, oh, we'll have to let each other know, like, because I love his dog. His dog's name is Saber. He's a beautiful chow.
It's like, yeah, we'll have to see who outlives who. He won't, by the way, in case you didn't know. Excuse me. Nice. We get a Lash game. I should do Doorman. So I gotta clean my mouse pad. Tell me you're competent. Competent? No. I'm God's gift to combat. I can't tell if you're delusional or appropriately arrogant. Yes. Yes. I got your number, baby. Oh, we're doing the deny game now. I can use these souls at the shop. Engaging. We're not losing to them. Bum out. Get caught on a wall, idiot. Mine right here in your hot little hands. Boxes are